vendredi 23 mars 2018 a eu lieu ici, au Parlement européen, une conférence organisée par la plateforme EURAC et centrée sur la situation en RD Congo et spécialement la sortie de la crise via, entre autres, les élections. Il y a eu plusieurs orateurs, mais nous avons eu aussi le plaisir d'avoir des orateurs venus du Congo et nous allons leur donner la parole pour qu'ils nous donnent leurs impressions après cette conférence. Cette conférence ici au Parlement européen. On voudrait tout d'abord remercier Madame Arena d'avoir permis l'organisation de cet événement ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas, EURAC c'est un réseau européen qui compte 38 organisations membres à travers l'Europe et qui a notamment pour mandat de porter la voix des organisations de la société civile de la région des Grands Lacs et de la RDC en particulier au niveau européen. Donc, dans ce contexte, et étant donné la situation actuelle en RDC, il nous est paru très important de pouvoir donner la parole à des acteurs de la société civile congolaise et également aux acteurs et actrices du mouvement citoyen qui sont actifs dans le pays et de pouvoir leur donner la parole pour vous présenter un petit peu leur analyse, leur position, leur lutte, leurs revendications et également présenter certaines recommandations vis-à-vis de l'Union européenne. Un deuxième point important que je voulais souligner, c'est qu'on est totalement conscient, à EURAC et encore plus au niveau de la Lucha et de AGTDH, que l'Union européenne n'est pas la solution, la clé à tout ce qui se passe en RDC. Et c'est important de le souligner. C'est avant tout les Congolais et les Congolaises qui sont acteurs des changements dans leur pays. Mais évidemment, dans le cadre ici à Bruxelles, les discussions et l'objectif de cette conférence, c'est en particulier d'aborder le rôle que peut avoir l'Union européenne dans la crise, la situation actuelle qui prévaut en RDC. Brune, pour l'organisation de cette rencontre. Et je tiens particulièrement à remercier le réseau EURAC, avec lequel on travaille toujours main dans la main ici au Parlement européen. Et on a travaillé beaucoup avec le réseau EURAC sur, par exemple, la législation sur les minerais des conflits, qui concerne aussi la République démocratique du Congo, pas que la République démocratique du Congo. Et c'est grâce aussi à cette expertise du réseau EURAC qu'on a pu prendre mieux en considération les besoins des pays des Grands Lacs dans cette législation. Et donc pour dire que le plaidoyer qui est mené par le réseau EURAC est un plaidoyer de qualité, est un plaidoyer intéressant pour nous en tant que parlementaires. Et il faut qu'on continue à travailler avec un réseau tel que celui-là. Aujourd'hui, on travaille avec le réseau EURAC sur la question de la gouvernance et de la démocratie. Et ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui est particulièrement alarmant. Alors il est alarmant non pas depuis mars 2018, mais il est alarmant depuis bien plus longtemps, bien avant, je dirais, le décembre 2016. C'est-à-dire que décembre 2016, c'est la date qui a permis d'entamer un certain nombre de mesures, de discussions avec les autorités congolaises, tout simplement parce que cette date fait référence au fait que le président Kabila devait remettre son mandat, vu que la Constitution ne lui permet pas d'avoir un troisième mandat. Et donc c'est vraiment le moment clé qui a permis de rentrer dans les discussions avec la République démocratique du Congo. Mais avant ça, les populations et la société civile nous alarmaient déjà d'une situation difficile en République démocratique du Congo, difficile en matière de droit d'expression, difficile en matière de droits humains en République démocratique du Congo, difficile sur la gestion économique et sociale de la République démocratique du Congo. C'est un des pays qui, dans le classement des pays les plus pauvres, eh bien, se situe vraiment en tête des pays les plus pauvres. Et donc, toutes ces situations étaient particulièrement alarmantes. À cela est venue s'ajouter la question du processus démocratique, si on peut encore parler d'un processus démocratique, d'un processus électoral, parce que depuis décembre 2016, un certain nombre de ratés sont identifiés dans la volonté du gouvernement de pouvoir avancer. Le premier, bien entendu, est suite à l'accord de la Saint-Sylvestre,
eh bien, cet accord donnait des perspectives pour organiser effectivement des élections de manière transparente, de manière organisée, de manière libre, si l'accord de la Saint-Sylvestre avait été respecté. Manifestement, cet accord de la Saint-Sylvestre n'a pas été respecté, et de là aussi une société civile qui est en doute par rapport à la volonté du gouvernement actuel de vouloir organiser ces élections. Alors je dois dire que ces derniers jours, et je pense que c'est intéressant qu'on ait les représentants de la société civile ici avec nous aujourd'hui, d'une part parce que tout le monde n'a pas accès au Congo aujourd'hui, et si c'est difficile pour vous d'avoir les visas pour arriver, je peux vous dire que c'est difficile aussi pour pas mal d'Européens qui aujourd'hui sont critiques du gouvernement congolais de pouvoir avoir accès en République démocratique du Congo, et donc vous avoir ici pour pouvoir en discuter avec des témoignages locaux nous semble bien entendu intéressant. Et je disais que nous avons aujourd'hui un certain nombre de signaux de la part de la République démocratique du Congo qui laissent entendre qu'il y a une volonté politique, je dirais qu'il y aurait, et je mets au conditionnel, une volonté politique d'avancer. Restons prudents sur ces signaux parce que nous avons eu l'habitude d'avoir quelques bouées qui soient sorties de la poche de certains représentants politiques de la RDC et qui puis finalement ont été percées, c'est-à-dire ne se sont pas confirmées. Et donc nous sommes aujourd'hui au niveau européen en attente de voir si les signaux lancés par la CNI au niveau du registre des électeurs, par l'autorité au niveau des déclarations disant que le président ne serait pas candidat, par un certain nombre de mouvements qui disent peut-être que le timing des élections d'ici décembre de cette année pourrait être respecté. Donc nous sommes en attente aujourd'hui de voir si ces différents signaux ne sont pas juste des balises lancées à la communauté internationale pour calmer la communauté internationale, plutôt que de réelles garanties d'organisation des élections d'ici décembre 2018, et non pas des élections fictives, mais des élections en bonne et due forme au niveau de la République démocratique du Congo. On a fait au niveau européen pas mal de chemin, et je remercie la Commission et le service d'action extérieure sur le travail qu'ils ont réalisé au niveau de la République démocratique du Congo. D'une part, un travail de dialogue, parce que je pense effectivement ce n'est pas à porte fermée que la communauté internationale va pouvoir avancer sur la question de la République démocratique du Congo, et donc le dialogue me semble important, mais aussi la fermeté qui a été adoptée par les institutions européennes. La fermeté par rapport aux sanctions qui ont été réalisées à l'égard de certains responsables de la République démocratique du Congo, et donc des sanctions ciblées, qui étaient des sanctions visa et des sanctions gel des avoirs. Certains disent que ces sanctions ne servent à rien. Pour avoir discuté longtemps avec la société civile locale, eh bien la société civile nous dit sans ces sanctions, cela aurait été pire. Et donc je pense que nous devons soutenir le Conseil et le service d'action extérieure en ce qui concerne ces actions de sanctions ciblées à l'égard des responsables des crimes aujourd'hui que l'on peut qualifier comme crimes en République démocratique du Congo, et il faut qu'on puisse rester vigilant sur ces questions de sanctions. Vous savez qu'une action en justice a été menée à l'encontre des institutions européennes en ce qui concerne ces sanctions. Je fais confiance d'une part aux institutions européennes pour se défendre en ce qui concerne cette action en justice, mais je fais aussi confiance à la justice européenne pour rendre son verdict de manière indépendante au niveau européen. Et donc je pense qu'il faut bien entendu donner la possibilité à ceux qui déposent plainte de déposer plainte, parce que nous ne pouvons pas à la fois défendre la gouvernance d'un côté et ne pas la défendre ici, et donc ils ont le droit de le faire et ils l'ont fait, mais nous avons aussi le droit de nous défendre, et c'est ce que nous allons faire
au niveau des institutions européennes. Je pense que c'est important de le signaler. Nous avons également, dans certains États membres, pris la décision de réorganiser et de réorienter l'aide et de quitter, dans certains cas, l'aide budgétaire qui pouvait être utilisée par les autorités à l'encontre de la société civile et de la réorganiser vers la société civile, la réorienter vers la société civile. Ça a été le cas de l'Allemagne et de la Belgique. Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que si sanctions il doit y avoir, ces sanctions ne peuvent pas pénaliser la société congolaise. Et donc nous devons être très attentifs à l'égard de ces régimes de sanctions pour ne pas pénaliser les Congolais eux-mêmes qui déjà sont dans des situations de survie par rapport à la situation au Congo. Nous avons également plaidé au niveau des Nations Unies pour que le mandat de la MONUSCO puisse aussi être renforcé dans le cadre du processus électoral, qui peut aussi aider l'organisation du processus électoral parce que c'est un pays, vous le savez, énorme géographiquement parlant, territorialement parlant, et donc l'organisation de ces élections aura aussi besoin d'un appui logistique et de sécurité, et les Nations Unies peuvent aussi être un atout par rapport à cette organisation. Nous continuons bien entendu à être vigilants sur la question de la République démocratique du Congo. Nous en avons parlé hier en réunion interparlementaire UE-ACP pour qu'aussi avec nos partenaires africains, nous puissions exprimer les craintes que nous avons sur la République démocratique du Congo. Ce n'est pas simple parce que aborder les principes de gouvernance et d'élection avec d'autres pays africains qui sont eux-mêmes en difficulté d'application des principes de gouvernance et des principes de respect démocratique des organisations électorales, ce n'est pas facile. Et pourtant, je pense qu'on doit utiliser ce dialogue politique à l'intérieur de cette enceinte pour avancer et aussi avoir le soutien au sein de l'Union africaine, par exemple, pour pouvoir faire en sorte que la situation d'instabilité dans la région des Grands Lacs puisse être abordée également dans cette instance. Souvent, on nous critique d'ingérence européenne, de post-colonialisme par rapport à la situation dans les pays d'Afrique. Nous sommes loin de là, et je peux vous garantir que notre inquiétude vis-à-vis de la République démocratique du Congo, et c'est vrai que je suis belge de nationalité, pas belge d'origine, je suis italienne d'origine, je ne prends pas sur mes épaules la question de la colonisation de la République démocratique du Congo, et je pense que nous sortons vraiment de cette situation, et c'est souvent un argument que les régimes africains nous opposent pour éviter de prendre en considération la question de la gouvernance et surtout la question des droits de l'homme, et je pense qu'on ne doit pas se faire piéger dans ces situations. Mais en même temps, avoir juste des recommandations qui viennent de la part européenne et ne pas avoir le soutien des pays africains pour aller vers cette gouvernance, pour aller vers cette démocratie, je pense que c'est aussi une faiblesse que nous avons dans les travaux que nous avons à mener. Vous voyez que la priorité reste là. Notre objectif, et je remercie vraiment la Commission européenne et les services d'action extérieure d'être parmi nous, parce qu'il y aurait une tendance, en tout cas je la sens de cette manière-là au niveau du Parlement européen, une tendance à la lassitude à l'égard de la situation de la République démocratique du Congo. Ça fait des années que la République démocratique du Congo est en instabilité, est en guerre latente, est en guerre, quand on dit une guerre latente, qui fait des millions de morts depuis des dizaines d'années. Il y a une forme de lassitude au sein du Parlement européen. Notre objectif est de faire en sorte que ce combat reste un combat prioritaire au niveau du Parlement européen. Un combat pour la démocratie, un combat pour la stabilité en Afrique et particulièrement dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. Si cette région venait à tomber dans une situation d'instabilité totale, et en disant ça, je ne donne pas raison au régime Kabila, parce que c'est souvent l'argument qu'il utilise aussi, cette question d'instabilité, mais si cette région venait à ne pas sortir de cette situation de crise, eh bien ce serait toute la région de l'Afrique centrale qui serait concernée. Et vous savez que la grande
identité européenne aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer sa question migratoire. Alors moi, je dois vous avouer que sur cette question-là, je ne partage pas les craintes d'un certain nombre de pays européens. Je pense que la migration fait partie de notre histoire, fait partie de notre vie, et que nous ne devons pas craindre la question migratoire. Ce que nous devons craindre, c'est le fait que les gens soient obligés, que les gens soient dans des situations telles de survie qu'ils ne peuvent pas vivre là où ils sont. C'est ça que nous devons combattre. Ce n'est pas le fait que les gens décident de venir en Europe parce qu'ils ont envie d'Europe, mais c'est parce que les gens décident d'être là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être là. Et c'est ça que nous devons absolument prendre en considération au niveau européen. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la question de l'Afrique et la question de l'Afrique centrale doit rester au centre de nos priorités, parce que nous devons aussi garantir au peuple congolais de pouvoir vivre en paix, mais pas seulement en paix, mais aussi dans une situation sociale, économique, qui lui permet de vivre et non pas de survivre tel qu'il le vit aujourd'hui. Donc merci encore à EURAC pour les travaux. Merci à Élie et à Rebecca. Ça m'a fait beaucoup plaisir de la retrouver parce que je l'avais rencontrée à Goma et de voir aussi qu'elle garde à la fois, je pense qu'il faut dire, qu'elle soit en vie. Parce que quand je l'ai rencontrée à Goma, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Donc qu'elle soit en vie, qu'elle soit libre, donc qu'elle ne soit pas en prison, et qu'elle soit ici. Et donc c'est 3 fois rassuré. Donc merci d'être ici parmi nous, et merci à lui aussi pour le travail qu'il réalise. Donc voilà, la parole est à vous. On vous écoutera beaucoup sur ce que vous avez dit. Merci pour la parole qui m'est accordée et l'opportunité de partager avec l'audience européenne la situation qui s'est prévaut en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord demander à l'assistance ici présente de pouvoir observer quand même 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont péri lors de toutes les manifestations organisées en RDC. Nous pensons à Rossi Mokindi, à Thérèse Kapangala. Si on peut observer 1 minute de silence. Merci. Comme modératrice l'a dit au départ, je suis KLB, je suis avocat au barreau de Kisangani. Je suis membre d'une organisation de défense des droits humains qu'on nomme Action pour la justice, les développements et les droits humains, AJDH en cycle. Cette organisation travaille dans le cadre de la promotion et protection des droits humains à Kisangani. Cette organisation, de façon spécifique, en protégeant et en promouvant les droits humains, assiste judiciairement le défenseur des droits humains en détention, et particulièrement le mouvement citoyen. Ce qui fait de nous, ou ce qui fait de la JDDH, une ONG très proche du mouvement citoyen. Et nous nous occupons également de la lutte contre les violences sexuelles. Nous intervenons également dans le cadre de la bonne gouvernance. Et comme vous le savez aujourd'hui, les contextes politiques et électoraux en RDC l'exigent. Nous intervenons également pour l'éducation civique et électorale, pour ce qui nous concerne. Et notre engagement nous a valu beaucoup de peine, l'emprisonnement, parfois c'est douloureux, assister à tout cela. Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Et ces emprisonnements ne viennent pas pour nous, ou nous pensons que ces emprisonnements ne viennent pas pour nous déstabiliser. Par contre, ça nous radicalise. Ça nous radicalise, ça fait en sorte que l'engagement qu'on avait au départ soit multiplié. Personnellement, j'ai été à prison aussi pour avoir réclamé la tenue des élections. Et la particularité de l'ONG Action pour la justice, le mot des droits humains, c'est d'être une ONG de terrain. Au-delà de reporting, au-delà des monitoring qu'on doit faire, plus que classiquement, les ONG sur le terrain ont l'habitude de prêcher les droits humains sans être acteurs eux-mêmes.
Et nous avons compris qu'il faut donner une nouvelle donne à la situation politique actuelle, c'est d'être en même temps prédicateur et acteur sur le terrain. C'est ce qui nous coûte les menaces, les intimidations et parfois les restrictions à certaines libertés des mouvements, parce que comme Brune l'a dit, pour venir ici, ça a été dur. J'ai dû refaire le passeport avec l'adresse des communs pour pouvoir faire la demande à l'ambassade de Kigali afin de pouvoir quitter le pays. Et c'était difficile pour ça. Ça, c'était qu'une autre parenthèse. Mais pour la situation du pays actuellement, c'est que, vous le savez, comme l'a dit aussi Mme Arena, que le pays, depuis le mois de décembre 2016, est plongé dans une crise suite à la non-tenue des élections, puisque le mandat du président de la République a expiré depuis le 19 décembre 2016. Le pouvoir actuel a été convaincu de cette position, convaincu de la situation d'illégitimité de son pouvoir. Convaincu de cette situation, ses pouvoirs a pu négocier les accords. Premièrement, celui de l'OIA, de la CNE de l'OIA, le 18 octobre, et secondement, celui du 31 décembre 2016. Lequel accord a porté l'espoir de tout le peuple congolais. Malheureusement, cet accord n'a pas été respecté comme les dispositions ou encore le contenu ou le terme le prévoyaient. Et cette situation vient encore compliquer la crise qui existait déjà. Et pour sortir de cette situation, aujourd'hui, les voix s'élèvent. Il y a des gens qui pensent qu'il faut vraiment militer pour le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'on a raté en 2016, qu'on a raté en 2017, et les gens sont au bout de leur patience. Avec ça, comment faire? C'est à travers les manifestations publiques, lesquelles manifestations sont malheureusement réprimées. Je dirais, il n'y a pas d'autre mot, à feu et à sang. Parce qu'on tire à balles réelles. Il y a 2 mondes, je viens de parler des Russes, il y a bien d'autres qui sont décédés comme ça. Et ces restrictions aux libertés publiques en RDC ne favorisent pas un climat ou un processus électoral apaisé. Par contre, ça rend la situation de plus en plus difficile. Au-delà de ces restrictions aux libertés publiques, on essaye de voir aussi que le pouvoir actuel s'inscrit sur le plan législatif à aller plus loin, ça veut dire à voter même de lois, à faire voter à travers le Parlement, de lois qui viennent restreindre de plus en plus la liberté ou les libertés publiques. Je fais allusion ici à la loi portant protection et régime des activités de défense des droits de l'homme, qui est une loi qui comporte des dispositions aujourd'hui qui ne rencontrent pas l'entendement ou encore la compréhension même du défenseur des droits humains sur le plan des textes internationaux aujourd'hui. Les instruments juridiques internationaux définissent clairement qu'il y a un défenseur des droits de l'homme. Mais lorsque vous lisez cette loi, qui est en gestation, qui est d'ailleurs votée déjà au niveau du Sénat, mais qui n'est pas encore promulguée, cette loi restreint la conception d'un défenseur des droits de l'homme. On sent qu'il y a une catégorie qui est visée. Aujourd'hui, le mouvement citoyen, le pouvoir actuel a du mal à considérer le mouvement citoyen comme un défenseur des droits de l'homme. Mais nous avons dit non, on ne peut pas présenter les choses de cette façon-là. Parce qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est défini par celui qui est engagé dans un combat. On n'a pas besoin, dans un combat de promotion et de protection des droits de l'homme, on n'a pas besoin de faire partie dans une structure pour être appelé défenseur des droits de l'homme. Et cette façon de restreindre la conception même de défenseur des droits de l'homme est une manière de pouvoir restreindre l'exercice ou l'engagement de certains citoyens. Et cette loi, c'est une loi qui reste modifiable. Mais au-delà de la loi, en dehors de la loi portant protection et régime des activités de défense des droits humains, il y a aussi la loi de liberté civile des associations aujourd'hui sur les aspects de la RDC. C'est une loi qui reste
très liberticide et qui favorise par la création ou encore la naissance des organisations de la société civile. C'est justement la vision est d'aller bloquer les passages aux initiatives qui pouvaient venir de la société civile ou encore de certains individus qui pensent qu'aujourd'hui peuvent prendre le même temps que les autres. Mais cette situation complique le processus électoral. Parce qu'aujourd'hui encore, au-delà de ces libertés, des manifestations publiques, de l'association, le pouvoir en place met un système de réduction de l'espace médiatique. Aujourd'hui, le pouvoir, la chaîne nationale est presque devenue privatisée. On ne sait pas, moi je ne sais pas passer sur la chaîne nationale de Kisangani. Une fois, plusieurs fois lorsqu'on a demandé, il fallait enregistrer des émissions, on nous demande d'abord d'enregistrer des émissions qu'on doit sanctionner. Ça, c'est hors des questions. On a peur de quoi? Même lorsqu'il faut parler des questions ordinaires, on ne veut plus pour parler de la loi relative au pot à loyer. Mais ils ont peur qu'on nous donne l'espace pour parler de ça, parce qu'on sait que dans tous les cas, la raisonnabilité de l'État doit être indexée. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, dans ces contextes, nous avons pensé qu'il est important de pouvoir mettre dans la balance certains partenaires de la lutte anti-décomposition, notamment l'Union européenne. Nous savons tous que l'Union européenne ne va pas résoudre les problèmes, on ne peut pas, c'est pas ce qu'on peut attendre de l'Union européenne. L'Union européenne ne sera pas une panacée à tous les problèmes que nous connaissons au pays, mais l'Union européenne travaille quand même sur certaines valeurs. La bonne gouvernance, la promotion et la protection des droits humains, la démocratie. Et aujourd'hui, l'Union européenne est partenaire de la République démocratique du Congo. Et dans ces relations extérieures, dans le cadre de ces relations extérieures et de coopération, il y a des actions que l'Union européenne, à travers ses services, je vois les États membres, ainsi que les services européens pour l'action extérieure, il y a des actions que ces services peuvent mener justement pour amener les pays à aller vers un point qui pourrait assurer un tout petit peu. C'est comme ça que nous pensons que certaines recommandations peuvent être faites, notamment au niveau des services européens pour l'action extérieure, renforcer. Arina a parlé des sanctions. À un moment donné, les gens pensaient que les sanctions n'avaient pas de rôle. Effectivement, moi je vous donne l'information que les sanctions jouent de rôle important. Lorsque l'ancien commandant de le patron de la police a été visé, on a vu les réactions. Mais aujourd'hui, il revient. Mais déjà, l'action que le pouvoir avait posée lorsque ces sanctions étaient prises, c'était pour comprendre que ces sanctions jouent un rôle. C'est comme ça que nous voulons réitérer la recommandation de pouvoir renouveler les sanctions. Cette fois-là pour d'autres personnes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est important que le visage soit orienté vers le président de cette famille-là. Parce que celui qui semble être le problème, l'épine qui dérange presque tout le monde, les sanctions doivent être dirigées personnellement contre le président de la République aujourd'hui, qui reste le problème. Mais à côté de lui, il y a des acolytes qui l'accompagnent dans cette aventure, dans cette répression de manifestation publique. Nous voyons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Mouva, qui est en train d'activer la machine de répression. Et il est important qu'il soit également ciblé. À côté de lui, il y a à Kinshasa le commandant Sylvain Kassomo, qui, dans le meeting, dans ses communications avec ses groupes, affirme clairement qu'il faut vraiment réprimer les manifestants, qui d'ailleurs sont des manifestants pacifiques. Mais à côté de Kinshasa, il n'y a pas que Kinshasa, il y a des villes qui donnent aujourd'hui le nom de revendication. Nous voyons les Kasaï orientales avec le gouverneur Moïse Kassanji, qu'il faut également sanctionner. Parce qu'on a l'impression, même pas l'impression, là je suis encore gentil, c'est pas une impression, c'est que le gouverneur Moïse Kassanji entretient ce qu'on appelle aujourd'hui les Béja Kassanga. C'est pratiquement une milice. C'est pratiquement une milice. En parlant de milice,
lorsque je parlais du ministre de l'Intérieur, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le béret rouge à Kinshasa. C'est pratiquement la transposition des Imbonerakure qu'on voit au Burundi. Nous ne voulons pas arriver à une guerre civile. Et ça peut conduire à cela. Parce que notre rôle en tant que défenseur des droits humains, c'est de prévenir en amont comme en aval. Et là, nous sommes encore à ce stade, et il est important que nous réveillions cela. Et pour deux raisons que je viens d'évoquer, il est important qu'il soit ciblé. Mais à côté des sanctions, nous pensons qu'au-delà des sanctions, il faut aussi penser à d'autres choses. Mais quelles sont ces choses auxquelles nous devons penser également? Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui croupissent en prison parce qu'ils ont juste commis le péché d'élever leur ton et de dire clairement que le mandat de président de la République est arrivé à terme. Et du coup, ce que nous devons faire, ce que nous demandons également, c'est la libération de tous les défenseurs de droits humains, particulièrement le mouvement citoyen qui sont en prison. Et qui croupissent aujourd'hui. Je fais allusion à notre ami à nos amis qui sont au niveau de la mer, dont la détention est largement dépassée. Largement dépassée. Carbone et tous les amis sont aujourd'hui au niveau de l'agence de la mer en détention arbitraire. Puisque là, le délai est largement dépassé. Et nous demandons leur libération. Il faut que l'Union européenne nous aide à exiger cela au gouvernement congolais. Au-delà de la libération, il y a aujourd'hui des amis qui ont été arrêtés, mais qui ont été libérés sous le régime de libération provisoire. Je vois ici dans la salle notre ami Yves Akombala, qui est sous ce régime-là. Donc il y a des poursuites qui pèsent encore sur lui, juste parce qu'il a compris qu'il pouvait réclamer l'application de la Constitution. Et s'empêcher de le réclamer. Et nous demandons également à l'Union européenne de pouvoir mettre cela dans sa judiciaire de recommandation pour que nous rendions ce processus électoral apaisé. Au-delà de ça, nous pensons qu'il faut aussi, Madame Arena l'a dit, qu'il faut intensifier, renforcer la mission des Nations Unies. Effectivement, les partenaires prennent l'importance sur le terrain. Et ces partenaires, lorsque les manifestations sont organisées, elles jouent un rôle très important dans le MINUSCA. Et ce que nous demandons, c'est que ces obligations et ces engagements soient respectés lors, ça veut dire la protection des populations civiles lors de manifestations soit respectée. Ça veut dire que la MONUSCO doit assurer la protection des manifestants. Parce que lorsque la MONUSCO est là, je suis un homme de terrain, la police ne tire pas. Et pour aller très vite, pour ne pas abuser votre temps, nous pensons aussi que les États membres de l'Union européenne, les services européens pour l'action extérieure et la Commission européenne à travers la direction des FCO, de pouvoir suspendre la collaboration et l'appui avec les services parlementaires, sécuritaires, judiciaires. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont organisées. Mais des actions qu'on peut poser à titre symbolique pour rappeler au gouvernement congolais de revenir à l'ordre. Nous avons, Madame Ariane a parlé de programme de renforcement de la société civile parce qu'il faut réorienter vers la société civile. Et c'est exactement ce que nous voulons. Que cela continue à être orienté vers la société civile dans le cadre de renforcement des capacités. En termes de formation, aujourd'hui, je pense à une formation qui semble être très capitale. Lorsque vous regardez les images, lorsque notre ami Rossi Moukende est décédé 2 heures plus tard, c'est parce qu'il n'y avait pas de secouristes autour de lui. Et il est important qu'on mette des moyens pour former au moins le mouvement citoyen ou le manifestant aujourd'hui. C'est difficile d'identifier les manifestants. Mais au moins les mouvements citoyens, on sait le regrouper, où on peut passer par les organisations de civils pour atteindre ces populations, afin qu'elles soient informées sur les techniques de premier secours. Sinon, on ne serait pas en train de relever notre ami aussi. Madame Marie encore parlé du Parlement européen avec l'Assemblée parlementaire ACP. Nous pensons que le Parlement européen a un rôle à jouer à ce stade. C'est un acte qui peut être symbolique.
Symbolique, ça veut dire de demander, parce qu'ils siègent avec les parlementaires européens, des parlementaires congolais qui sont illégitimes. De leur demander de prendre leur courage à main et de démissionner. Ça sera œuvre utile dans un contexte où on doit montrer au président de la République que les choses doivent se passer dans une démocratie. Mais très vite, je voudrais dire aussi, je voudrais mentionner les contextes sécuritaires en RDC. Les contextes sécuritaires en RDC ponctués par deux poches de résistance. À l'Ituri, où je viens fraîchement de Kisangani, c'est à côté de Kisangani, j'ai des frères qui sont là, qui sont morts, qui sont massacrés. À l'Ituri, la situation est plus grave. À l'est du pays, les Kasaï, tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Malheureusement, aujourd'hui, on commence à penser que ce sont de subterfuges ou encore des prétextes pour pouvoir regarder les élections. Nous avons vu que les élections étaient retardées, pas les élections, par contre, le processus d'enrôlement a été retardé de 3 mois. Au motif, c'est logique de dire qu'on ne peut pas aller aux élections ou encore avec un fichier électoral où une partie n'est pas concernée. Il faut vraiment prendre le temps. Et donc, dans ces contextes sécuritaires préoccupants, il est important de pouvoir réfléchir sur certaines choses. Réfléchir sur les choses qu'on doit mettre en balance pour que les processus soient apaisés. Parce que ce contexte sécuritaire risque de compliquer la tenue des élections. Lorsqu'il va compliquer la tenue des élections, ça deviendra de plus en plus très compliqué. Et les élections, Mme Marina l'a dit, il faut connaître les élections. Est-ce qu'il faut avoir des élections pour avoir les élections? Ou les élections qui peuvent nous ramener à la case de départ? Ça veut dire nous plonger dans la violence. Et c'est comme ça que nous pensons qu'il y a des conditionnalités. Ça veut dire si l'Union européenne est d'accord de pouvoir apporter son soutien à la République du Congo, de pouvoir poser des conditionnalités pour créer des conditions favorables à la tenue des élections apaisées. Et de cette façon, on va éviter de revenir à la case de départ. Parce que s'il faut avoir des élections pour avoir des élections, nous risquons d'avoir des élections qui ne vont pas résoudre les problèmes, qui vont plutôt créer des problèmes au lieu d'en résoudre. C'est comme ça que les conditions sont les suivantes. Il faut redynamiser la CENI, ça veut dire la réfiltration de la CENI. C'est peut-être une recommandation qui est très irréaliste par moment, on peut le penser. C'est de restructurer cette CENI en remplaçant les membres par les experts neutres internationaux qui seront désignés par l'Union africaine et l'ONU. Deuxième chose, c'est de demander au gouvernement congolais de travailler pour le retour de tous les opposants politiques qui sont aujourd'hui à l'exil. Justement, à l'ère de rentrée, ce n'est pas de rentrée, mais à l'ère de rentrée, la pleine jouissance de leurs droits civils et politiques, parce qu'il y a des procès qui sont fomentés de toutes pièces. Mais au-delà de ça, nous avons tous appris que la CENI est obstinée à utiliser la machine à voter. Il ne faut pas cette machine doit recueillir les consensus de tout le monde. Et si on organise l'élection avec la machine à voter, rassurez-vous, je ne suis pas un prophète des malheurs, mais rassurez-vous que nous risquons d'avoir des élections contestées qui vont nous plonger dans des situations compliquées qu'on ne saura jamais gérer. Et cette situation va faire en sorte qu'une brèche va s'ouvrir à des négociations. Nous risquons de perdre 56 ans dans les débats politiques. Je dois devenir Premier ministre, je dois devenir ministre et tout ça. Et le pays va sombrer dans les cas. Et c'est comme ça que nous chutons pour la troisième recommandation. C'est de faire en sorte que cette machine à voter ne soit pas utilisée. Utilisée justement pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais comme la loi électorale a dit, comme je l'ai dit, il y a un élément que j'ai oublié de mentionner, c'est la loi électorale aujourd'hui. Cette loi électorale comporte des dispositions discriminatoires, notamment au seuil de représentativité, notamment à la caution, puisque aujourd'hui, parler de 100 000 $ pour caution pour le président de la République, dans un pays, je ne dirais pas extrêmement pauvre, mais dont la population est extrêmement pauvre, c'est vraiment placer la barre très haut. Et c'est intentionnel d'écarter certains leaders politiques qui peuvent avoir, je pense aujourd'hui, la touche à
pas de candidats, mais de personnalités qui peuvent incarner, qui peuvent assumer bien ce rôle. Et l'invité qu'ils peuvent avoir, ce n'est pas avoir ces moyens. Et je pense que la proposition qu'on peut faire encore, c'est de demander la modification de cette loi au niveau de la disposition, au niveau des dispositions discriminatoires, c'est-à-dire relative au seuil de l'honorabilité et à la poursuite. Il faut également qu'on cesse de demander au gouvernement congolais de cesser la répression contre les manifestations publiques, et ça doit vraiment s'arrêter. Et ça, ce n'est que dans l'option où on peut pouvoir penser à organiser des élections. S'il faut avoir des élections, il faut avoir ces conditions-là pour organiser des élections paisibles, acceptables, qui feraient en sorte que la situation du pays soit stabilisée. Mais nous avons une deuxième option, que ne pas devoir, peut-être, c'est Ruy qui va présenter ce que va dire Rebecca. Il va vous parler de la deuxième option que nous présentons. Merci. La parole tout de suite à Rebecca, qui est militante Lucha à Goma, et qui va vous présenter un petit peu ce que c'est la Lucha, et surtout les revendications et les craintes par rapport au processus électoral actuel, et quelle est la position, la revendication de la Lucha par rapport à cette situation, un blocage électoral dans le pays. Merci beaucoup, Rebecca. Bonjour, je suis Rebecca Kabou, militante de la Lucha au sein du mouvement citoyen Lucha qui signifie lutte pour le changement. En espagnol, c'est la lutte, et puis nous avons dit ça en français, lutte pour le changement. La Lucha, c'est un mouvement citoyen créé en RDC, à Goma précisément en 2012. Les jeunes congolais se sont mis ensemble en train de réfléchir comment on peut donner quelque chose pour l'avancement de ce pays. Nous sommes mis ensemble et nous avons créé le mouvement Lucha. La Lucha, c'est un mouvement qui n'a pas de président, on n'a pas de cordon, on n'a pas toutes choses là de structure ou des statuts, parce que nous voyons ce qui se passe. Si aujourd'hui la Lucha peut avoir des statuts, c'est à chaque moment que le gouvernement peut décider de n'importe quoi sur la Lucha. Alors nous œuvrons pour le développement de la population. Nous faisons nos actions sur le terrain. Nous sommes des jeunes qui sont engagés. Nous demandons, nous revendiquons nos droits dans la non-violence qui est active. Pourquoi j'ai choisi la Lucha? Je me dis toujours que je ne sais pas si je serais qui aujourd'hui si je ne pouvais pas choisir la Lucha. Parce que dans la Lucha, il y a cette liberté. Je ne dis pas libertinage, je dis liberté parce que tout le monde s'exprime dans la Lucha. Si nous avons une action, si nous avons quelque chose à planifier, ensemble, nous le planifions dans les consensus, nous trouvons une solution. Quand il y a manifestation, c'est tout le monde qui doit donner son point de vue. Parce que aujourd'hui, ce que nous observons avec nos partis politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition en RDC, il y a quelqu'un qui vous dicte ce qu'on doit faire. Mais dans la Lucha, c'est tout le monde qu'on se met ensemble, en train de parler, et selon les consensus, nous planifions et nous exerçons cette activité ensemble. Nous fonctionnons sur base de cellules. Dans la Lucha, nous avons des cellules parce qu'il n'y a pas de président, mais nous avons cette coordination interne qui laisse à ce que nous avançons. Nous avons des cellules, il y a la cellule de communication qui s'occupe de la communication interne et externe du mouvement. Il y a la cellule de solidarité, on s'occupe des cas sociaux, de mouvements, quand les militants sont à prison, qui va amener la nourriture, qui va contacter les avocats. Tout ça, ça se passe dans la cellule de solidarité. Nous avons la cellule d'action. C'est la cellule nous planifions des actions. Pour planifier les actions que nous faisons, nous pouvons proposer, ensemble nous proposons, mais la cellule d'action planifie les stratégies, la sécurité des militants,
comment on va manifester, quels sont les points de départ. Si le point A a échoué, est-ce qu'on va prendre le point B? C'est la cellule d'action ou d'opération qui s'en charge. Nous avons la cellule de documentation. Tout le monde le sait qu'on ne peut pas rester sans documenter nos actions, nos réunions, notre participation. Il y a cette cellule qui s'occupe de documenter et de garder les archives. Nous avons des livres, des mouvements, si tu as besoin de lire quelque chose. Il y a cette cellule qui garde les documents de la lucha. Nous avons aussi la cellule de luchologie. La luchologie, ça provient du mot lucha. C'est la cellule qui s'occupe de l'idéologie du mouvement. Comment vous êtes nouveau, qui va t'encadrer, qui va t'en parler, qui va te dire de la lucha, qu'est-ce que nous sommes, pourquoi, comment nous existons. C'est la cellule dans une réunion, tu ne peux pas comprendre, la lucha c'est quoi, qui vous finance, parce qu'on dit que c'est l'Union européenne, tout ça. Et puis il faut qu'il y ait le temps pour t'expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une charte dans la lucha. Après avoir suivi la luchologie, souvent ça s'est fait il y a 6 mois. Et après avoir suivi, si tu es prêt, si tu acceptes l'idéologie de la lucha, il y a un acte d'engagement que tu dois signer. Selon notre charte, nous avons des articles. Si tu es en dehors de la charte, il y a des sanctions aussi au niveau de la lucha. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons des cellules et puis des représentants des cellules. Ensuite, ce sont des cellules qui, chaque membre, donc dans chaque section, quand je dis section, je vois Lucha Goma, Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Bukavu, Sake, ailleurs. Et chaque section a des représentants. Donc dans chaque cellule, vous réunissez ensemble, et vous choisissez quelqu'un qui va vous représenter au niveau de votre section. Alors nous avons cette coordination et ça monte même du niveau national. Aujourd'hui, nous avons aussi la lucha dans la diaspora. Parlant des élections, Maître Eli a donné les conditions pour que si Kabila avait organisé des élections, nous avons posé des conditions. Et nous avons aussi une proposition. On ne doit pas seulement poser des conditions, mais aussi nous avons des propositions pour que si, on sait qu'avec Kabila, tant qu'il est au pouvoir, je vous en rassure qu'il n'y aura pas d'élection en RDC. Tant que Kabila est encore là, il n'y aura pas les élections en RDC. Ça c'est sûr, parce que nous avons vu tous en 2016 que c'était une année, nous avons rêvé qu'en RDC il y aura une passation civilisée aussi comme dans d'autres pays, mais c'est une chose que Kabila nous a tellement déçus. 2016, c'était une année d'espoir pour les jeunes, pour nous tous, pour la nation congolaise. Mais c'est une année que je suis tellement déçue. Nous avons commencé à revendiquer dès le début de l'année parce qu'on sentait que Kabila ne faut pas organiser les élections depuis le début de l'année. Parce que dans la lucha, chaque début de l'année, nous planifions le front de l'année. Et parmi nos fronts de l'année 2016, il y avait la démocratie et l'alternance. Nous avons commencé nos actions, c'était le 16 février, il y avait la coupe, l'équipe nationale a gagné la CHAN au niveau du Rwanda. Et le gouverneur nous a appelés, il a appelé tout le monde pour venir accueillir notre équipe nationale de Léopard parce que la plupart de la population gomatracienne a soutenu l'équipe nationale au niveau du Rwanda parce que c'est proche du Rwanda. Et la coupe devrait passer par la ville de Goma. Il a appelé tout le monde d'aller manifester, d'aller accueillir
l'équipe nationale, nous sommes dit, on ne peut pas passer, on ne peut pas rater cette occasion pour faire passer aussi notre message, parce qu'il n'y a pas des occasions tous les jours pour passer notre message. Nous avons écrit, nous avons planifié une action suite à l'appel du gouverneur. On dit que on va écrire un genre de message. On s'est dit, 2016, nous avons gagné la CHAN au niveau du Rwanda. 2016, nous allons gagner la démocratie. Nous allons gagner les élections. Nous allons gagner l'alternance. C'était ça le message qu'on devrait présenter devant la population, devant notre équipe nationale, parce qu'ils ont montré qu'ils sont forts réellement. Et on devrait aussi les encourager, parce que 2016, nous avons gagné la CHAN, c'est les encourager, mais 2016 aussi, nous allons gagner l'alternance politique. Mais en préparant cette action, j'étais à la fac les avant et les après-midi, et puis les soirs, je dis, les camarades ont tellement travaillé pour la préparation de l'activité, c'était les 15, et puis je suis allée passer nuit là-bas, parce que souvent on travaille la nuit parce que tu n'as pas le temps, tu es à la fac, souvent tu es au boulot, et ça prend du temps, et tu sais que c'est le soir, à partir de 23h que tu es libre. Je dis, je dois aider aussi les amis, parce que demain, j'avais un examen, je devrais passer, j'ai étudié toute la journée, je dois un peu aider à la contribution de l'action qui sera lundi. Chose drôle, c'était vers 4h, c'est la police qui nous a arrêtés, et ça nous a coûté 6 mois de la prison. On nous a condamnés à 2 ans, et deuxième degré, on nous a condamnés à 6 mois de la prison, que nous avons presque terminé avant que Kabila nous dise que j'ai fait une grâce présidentielle, et nous avons refusé. Nous avons défié cette grâce présidentielle parce qu'on n'en a pas besoin. On a besoin des élections, nous avons besoin de la démocratie, nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin de la passation du pouvoir qui est civilisée aussi à la RDC. Suite à cette marque de volonté de Kabila, nous pensons, nous, la Lucha, nous avons une proposition de faire une transition sans Kabila. Nous proposons que avec la participation de l'Union européenne, la participation de tout le monde qui soutient, qui donne son appui à la RDC, de se mettre ensemble, de faire une transition sans Kabila. Mais comme on dit, transition sans Kabila, mais comment ça va se passer? Il faut se mettre ensemble. Nous sommes une population où il y a des hommes, il y a des femmes compétents et compétentes qui ne savent pas que Kabila, celle qui est là, qui a cette monopole de diriger notre pays. Et comme nous savons qu'il ne peut pas organiser les élections, tant que Kabila est encore là, il n'y aura pas les élections. La société civile peut se mettre ensemble sous les guides de la CENCO. Nous avons vu que la CENCO a pris de l'ampleur. La population congolaise est en train d'accepter ce que l'Église est en train de nous dire aujourd'hui, parce qu'en 2016, s'il n'y avait pas cet accord de la Saint-Sylvestre, je dis bien Kabila devait partir. Parce que la population était tellement préparée. Mais quand la CENCO a dit non, il faut rester à la maison parce qu'il y a les accords, ça va aller, on ne peut pas. La population a compris. Moi j'étais là, j'ai circulé toute la journée dans la ville de Goma, en train de voir des chars de combat, je ne sais pas, il y a guerre, il y a quoi? Il y a la police, il y a les commandos qui portaient même aussi la tenue de la police parce qu'ils avaient aussi peur. Mais quand la CENCO a dit rester à la maison, c'est tout le monde a accepté. Et nous pensons qu'avec votre appui, avec la CENCO, on peut faire cette transition sans Kabila. On choisit un membre de la société civile qui peut diriger cette transition. Et avec le calendrier électoral que nous avons,
on peut respecter, on peut faire respecter cette calendrier électoral et il y aura élection dans notre pays. Parce que je vous dis bien, je ne dis pas qu'ils sont en train de prédire le malheur, mais tant que Kabila est encore là, on sera encore là peut-être l'année prochaine pour dire encore ce qu'on envisage. Et pourtant, c'est ça, c'est ce que nous voyons comme solution aujourd'hui. Nous savons tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est suite à cette manque de volonté de la classe politique aujourd'hui qu'il y a des guerres, parce que nous avons vu ce qui s'est passé au Kasaï, comme le frère l'a dit, Maître Élie. L'enrôlement était retardé de 3 mois parce qu'il y avait des guerres, il y avait des massacres au niveau du Kasaï. Et nous pensons que, comme il y a encore des zones qui ne sont pas sécurisées, Kabila et tous ceux qui sont derrière lui, ils peuvent dire encore qu'on ne va pas organiser les élections parce qu'il y a des zones sécurisées. Et nous avons crainte qu'en décembre 2017, à décembre 2018, on ne va pas organiser les élections. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous dire ce que nous pensons. Nous vous appelons, étant membre de l'Union européenne, dans le cadre des négociations qui sont en cours avec le mandat de la MONUSCO, d'envisager l'élargissement du rayon d'action, parce que nous voyons seulement la MONUSCO souvent dans la ville de Goma et nous ne sommes pas dans d'autres zones là où il y a l'insécurité. Il faut élargir leur champ d'action pour qu'on puisse sécuriser la population et on puisse aussi avoir les élections, pour pouvoir organiser les élections. Parce que nous avons aussi constaté que Kabila n'a pas aussi, il ne cherche pas comment, il n'a pas cette volonté de chercher le financement pour organiser les élections. Nous pensons qu'avec la transition à Kabila, l'Union européenne, l'État membre de l'Union européenne, pouvait facilement financer, vous pouvez facilement réorganiser et vous allez voir comment organiser les élections en RDC. Et nous pensons aussi, avec votre influence diplomatique, de demander au Conseil de sécurité nationale des Nations Unies, au sein de l'Assemblée et les partis statuts de Rome, à la Cour pénale internationale, d'ouvrir des recherches, des enquêtes pour ce qui se passe en RDC, parce que c'est tout le monde, c'est tout le jour qu'il y a des déplacés. Aujourd'hui, nous comptons au moins 330 déplacés par jour qui se déplacent au sein de la RDC, mais aussi au sein de... souvent, ils quittent les Nord Kivu vers l'Ouganda. Et c'est une chose que nous demandons d'assurer la sécurité aussi, d'ouvrir des enquêtes au niveau de la Cour pénale internationale. Aussi, une dernière chose, nous demandons à la Commission européenne et en particulier à la Direction générale ECHO d'accroître l'aide humanitaire au niveau des zones qui sont insécurisées et là où il y a des déplacés. Nous pensons que ceci, nous pensons à une bonne suite, nous pensons qu'avec vous, avec d'autres personnes, les partenaires de la RDC, nous allons faire passer notre message et nous pensons que vous allez nous soutenir, attaquer la société civile, attaquer le mouvement citoyen, parce que nous avons besoin du développement de notre pays. Nous avons besoin de voir en 10 ans, 5 ans, peut-être je peux ou ne pas être là, mais mes enfants, d'autres générations à venir, de jouir de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.